Alors, trois invités ce soir pour discuter avec nous de développement urbain durable. Trois invités qui vont s'adresser à vous pendant 20 minutes chacun. Dans l'ordre, vous entendrez Monsieur Richard Bergeron, Monsieur Alexandre Turgeon et Madame Marie-Hélène Van der Smissen. Merci à vous encore une fois d'avoir accepté d'être là ce soir. Richard Bergeron, c'est à vous. Merci beaucoup, Madame Guénette. Bonsoir tout le monde. Je commence par remercier l'Institut EDS, le CRAD, la chaire publique Eliès pour cette invitation. Alors moi, vous l'avez entendu, je suis en politique municipale. Généralement, les gens ont une opinion assez peu relevée de la politique municipale. Ils me disent, qu'est-ce qui t'intéresse tant, Richard, dans les poubelles, dans le déblaiement de la neige, dans les nids de poules? Alors, on va remettre les pendules à l'heure par comparaison à des grands enjeux sociétaux comme l'éducation et la santé, par exemple. Alors, on va remettre les pendules à l'heure pour montrer ce que ça veut dire, une politique urbaine aujourd'hui. Alors, vous avez sous les yeux une courbe de la croissance démographique mondiale. C'est le scénario moyen de l'ONU, alors à 9,2 milliards d'habitants stationnaires vers l'an 2060-2070. Il y a un scénario inférieur, il y a un scénario maximal, c'est le scénario moyen. Et vous avez la courbe du bas qui est la courbe d'urbanisation. Alors, vous savez, depuis 2008 a été l'année où un peu plus de 50 %, la barre du 50 % de l'humanité vivant en ville a été franchie. Alors, nous sommes, depuis 2008, légèrement au-dessus de 50 %. Ce que vous disent ces courbes-là, c'est que la croissance démographique mondiale, au net, c'est-à-dire les naissances moins les mortalités, c'est 225 000 individus chaque jour. Et de ces 225 000 individus chaque jour, 100 % vont prendre le chemin des villes. La question qu'on doit se poser, puisque c'est notre destin, s'agit-il d'une fatalité ou d'une ultime occasion d'émancipation de l'humanité? Par fatalité, j'entends deux scénarios possibles. Le scénario communément connu comme étant l'American Way of Life, le modèle de banlieue, le modèle des pays riches qui s'est imposé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas viable à long terme, ce n'est pas viable à l'échelle dont je vous parle ici, ce n'est pas viable à l'échelle des 40 prochaines années. Et de toute façon, c'est pas si merveilleux que ça. C'est-à-dire que quand on tend le micro à ceux qui font cette vie-là et qu'on leur demande de nous décrire une journée type et qu'on apprend qu'ils se lèvent à 5 heures du matin, qu'ils, pour éviter les bouchons de circulation, ils prennent soin d'arriver 1 heure à l'avance au travail, c'est pas grave, ils discutent avec leurs collègues et qu'ils rentrent finalement le soir à 7h30 à la maison, tu te dis, mais ma foi, et que ça leur a coûté l'équivalent du quart de leur journée de travail en mobilité, tu leur dis, mais êtes-vous sûr que c'est si fantastique que ça? Puis de toute façon, ce n'est pas reproductible à grande échelle. L'autre fatalité, c'est celle des bidonvilles. C'est celle des slums, qui est, par malheur, la réalité d'une bonne moitié de l'humanité urbaine actuelle. Alors, avec l'accélération de l'urbanisation que j'évoque, ces fameux 225 000 par jour, 3 milliards de plus dans les 40 prochaines années, il y a ces deux voies de fatalité là qu'il nous faudrait éviter pour aller plutôt vers une ultime émancipation de l'humanité. C'est-à-dire que le fait que le destin de l'humanité soit d'être urbaine, ça soit, comme je viens de le dire, l'ultime opportunité qu'on se donnerait de réaliser notre plein potentiel comme être humain de manière personnelle, chacun, et comme groupe composant l'humanité. Et cette voie-là, c'est la voie d'une ville aménagée, recentrée sur ce que doit être une ville. Alors, dans Les Québécois volants, je donne, après 25 ans de profession d'urbaniste, ma définition de ce que doit être la ville. La ville, c'est le lieu où les êtres humains choisissent de vivre ensemble pour rentrer plus aisément en interaction les uns avec les autres parce qu'ils estiment que cela leur sera mutuellement profitable. Alors, au cœur de la ville, il y a un choix des êtres humains, il y a la rencontre, l'échange, et il y a le caractère mutuellement profitable de ces échanges et de ces rencontres. C'est ça une ville. La ville, c'est un espace de rencontre. Alors, par bonheur, il y a deux voies que je qualifie de fatalité, mais la voie de l'émancipation,
elle a déjà été beaucoup explorée par des villes audacieuses depuis une bonne quarantaine d'années pour celles qui ont été les premières à oser. Et de plus en plus, les expériences se multiplient un peu partout dans le monde. Voire à certains égards, on en a des embryons, autant à Montréal qu'à Québec. J'étais à une conférence ce midi avec le maire Labaume, et je vous dis qu'il y a de l'air de vouloir, c'est le moins qu'on puisse dire, avec ces quartiers verts, avec le tramway. À Montréal, il n'y a pas que du mauvais, malgré que mon job soit de dire du mauvais de celui qui est maire présentement, mais il se fait quand même des bonnes choses parce qu'il y a quand même énormément d'intelligence au sein de la population montréalaise. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est la clé pour que le changement se produise, pour qu'on passe de ce qu'a été la manière de faire une ville jusqu'ici et qu'on passe à autre chose, comment on devrait faire la ville. Il y a des personnages clés à un moment historique précis de l'histoire d'une ville, sans lesquels, sans ces personnages, on aurait peut-être dû retarder d'une décennie, de 2 décennies supplémentaires, ou encore il ne se serait rien passé. La ville en question aurait poursuivi une sorte de vie un peu banale. Alors, mon premier, c'est Aldis Bernard. Aldis Bernard, c'est quelqu'un qui était maire de Montréal de 1873 à 1875. Alors, Aldis Bernard, c'est un dentiste, c'est le président de l'Ordre des dentistes du Québec. Il s'est intéressé à la politique municipale. Il est devenu échevin. Durant son mandat d'échevin, le maire meurt. Et on va lui demander à lui de compléter le mandat du maire décédé. Et Aldis Bernard, en 3 ans à peine, il va créer le parc La Fontaine, le parc du Mont-Royal, le parc de l'île Sainte-Hélène, et il va transformer ce qui était un cimetière, qui va devenir le carré Dominion, le Square Dorchester, avec le nouveau nom aujourd'hui à Montréal. Alors, ce personnage est reconnu comme Monsieur Parc dans l'histoire de Montréal. C'est aussi Aldis Bernard qui va engager Frédéric Law Olmsted pour procéder, pour dessiner le plan du Mont-Royal. Alors, essayez d'imaginer combien il fallait avoir d'audace et de vision d'avenir pour imaginer que les champs qui étaient au nord de la côte, le chemin en haut de la côte, c'est la rue Sherbrooke, c'était des champs. C'était cultivé depuis plusieurs décennies. Puis combien il fallait avoir de vision et d'audace pour imaginer que ça puisse devenir un grand parc et que ça le soit demeuré depuis tout ce temps-là, que les arbres aient poussé, que l'étang ait aménagé. Même chose pour l'île Sainte-Hélène, même chose pour le parc du Mont-Royal. Alors, à chaque fois que je m'intéresse à un de ces maires, j'essaie de faire le lien avec ce qui se passe présentement à Montréal. Et on a développé une très mauvaise habitude ces dernières années à Montréal, sous le maire actuel, c'est de considérer que les parcs, c'est une réserve de terrain gratuit pour construire des postes de police, pour ériger des écoles, pour construire du logement social, pour toutes sortes de fins. Alors, c'est une banque de terrain gratuit à la disponibilité de l'autorité publique, de l'autorité municipale. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça a été conçu. Cet utilitarisme à courte vue s'oppose complètement à la vision de ce maire Aldis Bernard et à ce que doit être un parc. C'est un patrimoine collectif perpétuel. C'est les poumons d'une ville, c'est les espaces de détente. Alors, je me suis battu ces dernières années contre tout projet qui, sous une manière ou une autre, agressait l'un des parcs de Montréal. Il y en a eu plusieurs. Alors, et je suis allé jusqu'à dire qu'il fallait, d'une certaine manière, sans abuser des mots, sacraliser les parcs. Ce sont des intouchables. Alors, je dis merci à Aldis Bernard à mon nom personnel et au nom de tous les Montréalais actuels. C'est grâce à lui que nous avons cette trame de parc à Montréal. Mon deuxième maire... La moitié de votre intervention, monsieur. Déjà? Oui, déjà. Mon deuxième maire, alors je vais aller beaucoup plus vite. 7 maires aspirants. Monsieur Schrank, qui a été maire de 57 à 73, il a été long à réagir, mais les 2 dernières années, en 1971, on a proposé, vous voyez ici Pioneer Square à Portland, des promoteurs ont proposé la construction d'un stationnement à étage de 12 étages à cet endroit-là. Et le maire Schrank, qui avait assisté au déclin de Portland les 11 années précédentes qu'il avait été maire, a dit non. Il n'y aura pas de stationnement là. Et au contraire, je vais en faire une place publique. Et il a été celui qui a inversé l'évolution de Portland. Et ensuite, Portland est devenu la Portland
quasi mythique en Amérique du Nord, telle qu'on la connaît, parce que tous les maires successifs se sont situés dans la foulée qui avait été ouverte par le maire Strong. Alors, pour rappeler des grandes dates, en 1974, on a démantelé une autoroute riveraine. En 1974 aussi, les autorités de Portland ont refusé une nouvelle autoroute et ont demandé au gouvernement fédéral et au gouvernement de l'État de l'Oregon de financer plutôt un système de trains légers sur rail. À la surprise générale, ils ont eu gain de cause et ils ont mis en place leur réseau de trains légers. En 1990, en 1980, c'est-à-dire qu'ils ont adopté un périmètre d'urbanisation de manière très rigide. L'urbanisation ne dépassera jamais ce périmètre-là. Et depuis lors, ça n'a pas dépassé. Alors, toujours est-il que tout ce qui fait la notoriété et la singularité de Portland en Amérique du Nord a été initié à ce moment clé de l'histoire de Portland par le maire Strong. Voilà, je suis obligé d'aller vite. Le maire Back, Lee Myung-bak. Lee Myung-bak, il était président de Hyundai Construction. Hyundai, le même qui fait le même fabricant d'automobiles, durant 30 ans. Après sa carrière chez Hyundai, il a été nommé sénateur conservateur au Parlement ou au Sénat de Corée du Sud. Et là, il lui est venue cette idée incongrue de démolir la seule autoroute qui pénétrait au cœur du centre-ville de Séoul. L'autoroute Cheonggyecheong, s'il y a des Coréennes à la salle, pardonnez ma prononciation. Alors, il y avait historiquement une rivière qui passait à cet endroit. Elle avait été comblée, mise dans un tuyau, et on avait construit une autoroute à 2 étages au-dessus de la rivière. C'était une horreur inouïe, mais c'était la seule autoroute à pénétrer au cœur du centre-ville de Séoul. Et le sénateur Back a rendu public cette idée qu'il avait eue, ou qu'on lui avait glissée puis qu'il avait endossée, de démolir l'autoroute pour recreuser la rivière, parce que c'était laid, l'autoroute. Alors, il s'est présenté avec cette idée-là à l'élection en 2001. Il a été élu. À l'automne 2002, il a mis en chantier la démolition de l'autoroute au printemps 2003. Dans un si bref laps de temps, qu'est-ce qu'on a fait des études en transport qui doivent toujours précéder un projet comme celui-là? Il y a eu 0 étude de transport. Le maire Back a dit, je me suis fait élire en disant que j'allais démolir l'autoroute, je la démolis, je crée le plus beau parc urbain d'Asie, 8 km de long. S'il y a des problèmes de transport, on les réglera après. Alors, l'autoroute, le parc tel que vous le voyez là, sur 8 km de long, a été inauguré en 2006. M. Back a eu une très lourde pénalité pour cette audace. Il a été nommé l'année suivante président de la République de Corée du Sud. Il est toujours président de la République de Corée du Sud. Ce qui veut dire que l'audace, ça peut être drôlement payant. Et pour votre information, il n'y a aucun problème de transport particulier à Séoul. Le maire Gordon Campbell de Vancouver. Gordon Campbell était spécialiste de l'immobilier, il travaillait dans une agence immobilière, il trouvait que c'était pas assez centré sur le centre-ville. Il a créé sa propre agence de développement immobilier qui est la Citicorp Development Corporation. Il faut développer le cœur du centre-ville. Son idée, c'était qu'il fallait cesser de rêver à des tours à bureaux à n'en plus finir, puis des autoroutes qui amènent vers l'hypercentre de tours à bureaux, et qu'il fallait transformer le cœur des villes en lieu de vie. Alors, il est devenu maire avec cette idée-là. Il l'a mise en œuvre. Vous voyez ici Falls Creek, le projet Falls Creek. Il y avait, au moment où Gordon Campbell est devenu maire de Vancouver, 43 000 habitants qui habitaient au centre-ville de Vancouver. Quand il a quitté la mairie pour devenir premier ministre, vous savez, être audacieux en politique municipale, ça peut conduire loin. Je ne suis pas en train de vous parler de mon plan de carrière. Quand il a quitté, il y avait 92 000 habitants. Vancouver est la seule ville en Amérique du Nord où le temps moyen de déplacement domicile-travail a été réduit ces 20 dernières années. Pourquoi? Parce qu'il y a des dizaines de milliers de travailleurs qui se rendent maintenant à pied à leur travail. Il n'y a plus, à ma connaissance, j'étais à Vancouver l'an dernier, je cherchais désespérément des stationnements de surface, je n'en ai trouvé aucun. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a aucun, il y en a peut-être, mais je n'en ai pas trouvé. Alors, belle leçon pour Montréal. Strasbourg, on a eu la conférence ce matin de M. Ries, qui était l'adjoint transport et urbanisme de Catherine Trottmann. Ils ont vraiment couru tous les risques à Strasbourg. Le tramway avait été réinventé dans les 10 années précédentes, mais comment imaginer qu'on va fermer le centre-ville à toute circulation de transit et qu'on va obliger donc les quelques automobilistes qui seront autorisés à y rentrer à ressortir par le même chemin et qu'on va réserver le centre-ville au complet aux piétons, aux cyclistes et aux tramways.
On a prévu le pire. C'était une très dure bataille électorale en 89. Par bonheur, Catherine Trottmann et Roland Ries ont gagné. Et ils l'ont mise en application. Ils ont fait les travaux. Ça a chambardé la ville comme c'est pas imaginable. Ils ont inauguré, fin 93, début 94, le nouveau centre-ville de Strasbourg. Et là, la planète urbanisme s'est croisée les doigts en priant pour que ça soit un succès. Ça a été un succès. C'est ce qui fait que M. Ries était ici aujourd'hui pour nous servir une conférence de plus. Il est venu souvent au Québec. Strasbourg est toujours la Mecque du tramway et du réaménagement urbain en mettant à profit cette technologie du tramway réinventé. C'est absolument extraordinaire. Moi, ce qui m'a frappé le plus quand la première fois que je suis allé à Strasbourg, c'est le silence. C'est une ville tellement silencieuse. On se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui manque. Ah, le son manque, il n'y a pas de son. Et il y a le son, le gazouillis des oiseaux, aussi bête que ça. Il a été suivi par tellement de monde, maintenant que, une fois que l'exemple, que la preuve a été faite du succès de cette stratégie de développement urbain a été faite à Strasbourg, beaucoup se sont engouffrés dans la brèche, dont Alain Juppé, qui était en conférence il y a 2 semaines seulement à Montréal. C'est absolument extraordinaire ce qui a été fait aussi à Bordeaux. Jean Drapeau, un homme providentiel. Quand j'ai publié un article sur lui en 2005, j'ai distingué 3 périodes. La première période, le moraliste, qui a été élu maire de Montréal de 53 à 56. C'est un personnage assez peu intéressant. L'exubérant, 1960-72. Celui-là, c'est vraiment exceptionnel. Et ensuite, le gestionnaire désabusé de la fin de son règne, qui a été bien longue. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est l'exubérant, par le biais de l'équipement qu'il nous a laissé, qui est tellement précieux, qui est utilisé journalièrement par au minimum 500 000 Montréalais, le métro de Montréal. Il faut savoir que le métro a été promis à l'élection de 1960. Il a été mis en chantier en 1962. Il a été livré en 1966. Un cycle de 6 ans. 6 ans aujourd'hui, c'est le temps que ça prend pour faire les études de pré-faisabilité d'un projet 10 fois plus modeste. Le métro de Montréal a coûté 213 millions. 213 millions, c'est le coût de ces études de pré-faisabilité aujourd'hui. Hey, on est-tu capable de faire quelque chose? Et vous savez que quand on commence les travaux du métro, il n'y a que 2 lignes. Il y a la ligne verte et la ligne orange. Il n'y a pas la ligne jaune, puisqu'on n'a pas encore obtenu l'exposition universelle. On l'obtiendra seulement à l'automne. On a commencé les travaux à forer les tunnels au printemps, et c'est à l'automne que Moscou va renoncer à l'organisation d'Expo 67 et que Jean Drapeau va l'obtenir. Et là, sans arrêter les travaux, on ajoute une ligne, puis on ajoute un étage à la station déjà la plus complexe, Berry-UQAM. On n'a pas arrêté les travaux. Extraordinaire comme capacité de faire. Alors moi, je dis merci, Jean Drapeau. Mon dernier, Jean-Paul Lallier, vous avez vu tantôt que j'ai dit du bien de Régis Labaume, mais attendons quand même quelques années. Mais pour l'instant, dans les réalisations dûment attestées, il faut saluer bien bas Jean-Paul Lallier, qui était maire de Québec durant 16 ans. Et vous voyez la renaissance du quartier Saint-Roch, la Grande Allée. Moi, je me souviens de l'ancien boulevard Saint-Cyril, mais c'était tellement affreux. C'est le magnifique boulevard René-Lévesque actuel. Et ainsi de suite. Vous savez, Jean-Paul Lallier nous apprend ce qu'un homme de culture peut apporter à une ville. On verra, il y a divers profils de succès aux mairies des villes. Il y a divers caractères, il y a diverses approches personnelles qui peuvent mener à la transformation d'une ville. Mais assurément, je salue bien bas la contribution de Jean-Paul Lallier au repositionnement de la ville de Québec. Alors, je conclus en vous disant que je vais lire ce que j'ai écrit là. Ben, je vais vous lire le dernier paragraphe, parce que j'en suis bien fier. Là. La vocation de Montréal est de combiner le meilleur de l'Amérique au meilleur de l'Europe. Moi, j'ai la conviction que c'est ça notre rôle au Québec en général et à Montréal en particulier, de combiner le meilleur de l'Amérique et le meilleur de l'Europe. C'est en relevant ce défi que Montréal deviendra une inspiration. Rappelez-vous, c'est une fatalité ou une ultime occasion d'émancipation, une inspiration pour le reste du monde, qu'elle assumera le rôle émancipateur qui doit être le sien en ce 21e siècle des villes. Merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Bergeron. Alors, ces maires inspirants, c'est la preuve qu'il faut un leadership politique réel pour que les villes se transforment et aillent vers la voie de l'émancipation, prennent cette opportunité-là, plutôt que les chemins de la fatalité. Voilà, Monsieur Turgeon, c'est à vous, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Alors, merci d'abord à la chaire pour l'invitation. Merci à nos professionnels chez Vivre en Ville qui ont préparé la présentation que je vais essayer de vous faire rapidement. Catherine, Claudia, Vincent, Michel et merci à Louise également qui rentre en contact avec les organisations auprès de qui on fait des conférences. Je vous demande d'être indulgent. C'est ma première conférence depuis le retour des vacances. Et en plus, j'ai succombé à être à l'assermentation du Conseil des ministres, plutôt que préparer la conférence de ce soir. Un mot en partant avant de commencer, un clin d'œil à Projet Montréal. J'en profite pour dire que pour nous, Projet Montréal, Richard dit est dans la deuxième opposition à la Ville de Montréal, c'est vrai, mais ils sont quand même au pouvoir dans certains arrondissements, dont dans le plateau Mont-Royal. Et nous, là, le bashing des médias contre Projet Montréal dans le plateau, là, ça nous fait suer. Parce qu'au contraire, on trouve que se pratiquent là, les pratiques qui sont le plus proches des pratiques qu'on juge, nous, inspirantes, en Amérique du Nord et en Europe. Et pour sortir de la partisanerie, bien, on invite les autres formations politiques à copier leur programme, copier leur action et copier leur courage politique. Merci, Alexandre. L'objectif de la présentation, c'est de vous montrer en images, surtout, qu'est-ce que ça peut être un milieu de vie fait autrement. On a choisi quelques exemples, parce qu'on a seulement 20 minutes aujourd'hui pour ce faire. Alors, rapidement, on va vous présenter les enjeux, s'inspirer d'ailleurs, quelques exemples et des conditions de succès. Alors, un portrait et les effets de l'étalement urbain, simplement rappeler que l'étalement urbain, c'est quand même pas banal dans la région de Québec. Depuis de 1971 à 2001, vous le voyez, là, les statistiques, on a augmenté 5 fois plus vite, même davantage, l'occupation du territoire qu'il y a eu de croissance de population. Et loin de s'améliorer, de 2000 à 2008, c'est une tendance qui s'est encore accélérée. Puis à regarder ce qui se fait comme développement, malgré certains discours politiques dans l'agglomération de Québec, de 2008 à 2012, ça ne s'est pas amélioré, ça s'est probablement même accentué vers les périphéries, vers la Jacques-Cartier, dans Port-Neuf et sur la rive-sud de Québec, d'où les congestions qu'on connaît, qu'on entend parler ad nauseam dans les médias ces temps-ci. Alors, pourquoi il faut travailler sur les questions d'urbanisme? Parce que l'étalement urbain, ça coûte extrêmement cher, ça consomme beaucoup de territoire. Le territoire, c'est précieux. On a un territoire agricole à protéger, on n'en a pas beaucoup, il en reste moins de 3 % au Québec du territoire agricole et il faut le protéger. Deuxièmement, parce qu'on a une forte dépendance à l'automobile et au pétrole. On ne produit pas de pétrole, on ne produit pas d'automobile. Richard Bergeron, d'ailleurs, a des excellents livres, j'espère que la bibliothèque va les rendre disponibles, sur la question, le livre noir de l'automobile notamment, qui traite de l'incohérence économique pour le Québec de dépendre autant du pétrole et de l'automobile. Un coût énorme en infrastructure. Et ça, c'est probablement la clé sur laquelle on a plus de gains à faire. Les nouveaux quartiers dont on s'inspire beaucoup à Vivre en Ville, en Europe, ont comme caractéristique de coûter jusqu'à 10-15 fois moins cher en infrastructure pour faire un quartier plus dense que les quartiers traditionnels à 15 logements à l'hectare qu'on pratique au Québec, pour des raisons de santé publique et de distribution de milieux naturels également. Alors, on va vous présenter quelques exemples de Tübingen en Allemagne et de Vancouver ce soir. C'est les choix qu'on a faits. On aurait pu vous parler d'une quinzaine d'autres quartiers européens qui nous inspirent beaucoup, mais on a fait un choix, ces deux-là, pour cette fois-ci. Il y a une région où il y a une concentration de quartiers qu'on juge particulièrement intéressants, qui sont dans le sud de l'Allemagne, dans le Baden-Württemberg, la région en brun sur la carte. On mentionne autour de 4 villes dans cette carte-là, 12 quartiers sur les 36 qu'on a pu visiter qui sont particulièrement intéressants pour les collectivités québécoises de différentes échelles. Même pour des petites collectivités d'aussi peu que 1000 habitants, il y a là des exemples qui peuvent être fortement inspirants. Alors, Tübingen, vous le voyez, c'est tout près de... On aurait dû localiser Strasbourg, on le fera pour la prochaine présentation, pour le localiser par rapport à l'Alsace. L'Alsace est sur la frontière ouest du Baden-Württemberg. Tübingen, c'est une petite ville historique qui a été relativement épargnée par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale.
et qui est extrêmement concentré. Et malgré tout, malgré qu'il y a des terres agricoles, qu'il y a des espaces libres autour, on a une volonté de construire là où ça a le moindre impact. Et vous voyez en rouge sur la carte, il y a là 5 quartiers qui ont été redéveloppés depuis le début des années 90, qui sont extrêmement intéressants. Sur ces 5-là, que vous voyez encadrés en jaune et illustrés sur cette carte-là, on vous en présente 2 ce soir, le quartier français et Moulin-Vertel. Alors, d'abord, le quartier français, qui est un des 2 quartiers, je dirais, emblématiques, même s'il est moins connu que son cousin, le quartier Vauban à Fribourg, ont été 2 quartiers qui ont été développés à peu près à la même époque. De tous les quartiers dont on parle à Vivre-en-Ville, c'est probablement un des quartiers les plus denses, même si vous allez le voir dans les photos, c'est une densité qui est raisonnable. C'est du 4 étages en général, 110 logements à l'hectare. Juste pour faire des comparaisons, sur le plateau Mont-Royal, Montcalm, le quartier Montcalm à Québec, 100 logements à l'hectare. Saint-Jean-Baptiste à Québec, c'est 200 logements à l'hectare. Donc, on est dans une densité 2 fois moins grande que dans Saint-Jean-Baptiste, comparable au quartier Montcalm. C'est un petit quartier, donc, de 10 hectares. Je vais juste revenir. Vous voyez en rouge les espaces dits mixtes sur la légende, qui est toute petite, là. C'est mixte, mais il y a une caractéristique. Ce qu'on a voulu illustrer, c'est des endroits où il y a du commerce de proximité. Ceci dit, tous les rez-de-chaussée dans ce quartier-là ont la caractéristique d'être non résidentiels pour avoir des activités économiques et une forte diversité des usages dans le quartier. Alors, c'est une ancienne base militaire. Vous revoyez dans la carte des grandes bandes verticales, des grands bâtiments. Il y en a 8 des anciennes casernes militaires qui ont été conservées. C'était la volonté de la ville, de l'urbanisme à la ville, de conserver ces quartiers-là. Il y a eu une planification, un concours architectural pour s'assurer d'avoir le projet en termes de design le plus intéressant possible. Et ce qui est particulièrement intéressant dans la plupart des écoquartiers sud-allemands, c'est la méthode de réalisation. Comment on planifie de façon extrêmement détaillée, à l'échelle de l'îlot, les gabarits, les hauteurs, et qu'après, on procède, non pas comme on fait souvent au Québec, on va en appel d'offres pour avoir un promoteur pour construire l'écoquartier au complet. Non, on y va par parcelle pour attribuer, selon des critères, ces parcelles-là. Pourquoi selon des critères? Parce que le prix n'est pas important. Le prix est préfixé. Il n'y a pas de compétition sur le prix. Tout le monde qui veut avoir le terrain offre le même prix qui a été préfixé par la municipalité, qui a déterminé le prix en fonction qu'est-ce que me coûte le terrain, qu'est-ce que me coûte la décontamination des sols, qu'est-ce que va me coûter les infrastructures, et j'attribue des prix différents au terrain selon les densités variables, parfois unifamiliales, en rangée, parfois des multiplexes plus hauts, plus denses, un prix différent à chacune des parcelles au mètre carré. Et donc, c'est des critères de qualité qui font qu'on retient les projets, mais ce qui amène aussi la possibilité d'avoir des groupes d'autopromotion qui sont extrêmement courus en Allemagne. Maintenant, même par législation, dans plusieurs villes, on veut en avoir un minimum de 20 à 40 dans plusieurs villes du nord de l'Allemagne. Donc, des Baugruppen, des groupes d'autopromotion. Donc, les gens deviennent promoteurs et donc copropriétaires avant, engagent leur architecte pour faire leur projet. Un peu à l'exemple de Cohabitat à Québec, mais dans des formules donc, que les villes encouragent. Et dans le quartier français, il y a un exemple qui a été fait par un promoteur, puis devinez quoi? Bien, c'est le projet le plus laid puis le moins attrayant. Alors, rapidement, parce que j'en suis presque déjà à la moitié de l'exposé, je vais vous montrer quelques images du quartier. Vous voyez les éléments commerciaux au rez-de-chaussée qui sont très présents. Mais évidemment, quand on a des rez-de-chaussée qui sont non commerciaux, qui sont non résidentiels, pardon, bien, ce n'est pas que du commerce. Il y a beaucoup de dentistes. C'est un excellent moyen, sans doute, pour avoir une forte densité de dentistes et de médecins qui viennent s'installer dans votre quartier et s'assurer que vous allez en avoir, vous, un médecin de famille. Mais c'est aussi des petits ateliers de réparation de vélos, ateliers d'usinage qui viennent s'installer dans le quartier. Ici, par exemple, réutilisation des anciennes écuries où on voit les caractères industriels un peu là, au rez-de-chaussée. Tumbingen,
probablement dans tous nos exemples, probablement une des rares villes qui n'a pas de tramway. Alors, c'est une petite ville, mais son réseau de bus est à très haut niveau de desserte. En plein milieu de la journée, il y a des bus aux 5 minutes. Et donc, la mobilité alternative est tout à fait possible. Évidemment, une forte présence des rues partagées et autre caractère très dominant en Allemagne, quand vous n'êtes pas sur une rue partagée, une rue où les enfants peuvent jouer en toute sécurité parce qu'on circule à moins de 14 km/h. 14 km/h, là, ça, c'est pas peser sur le gaz puis laisser l'auto aller carrément. Là. Quand on n'est pas sur une rue à 14 km/h, on est dans une rue à 30 km/h. Les zones 30 en Europe sont en train d'être étendues de façon massive. C'est 80 des réseaux aussi dans plusieurs villes du sud de l'Allemagne. En France aussi, c'est très populaire. Et c'est ça qui fait la combinaison en matière de sécurité entre les cyclistes et les automobilistes parce qu'on rapproche la vitesse de l'un et de l'autre. Alors, forte présence, donc, je le disais, sur les rues partagées. Ce n'est pas des quartiers sans voiture, vous le voyez. Les gens peuvent circuler, mais en toute civilité et non pas comme si c'était le seul droit à la voie publique. Et c'est ça qui est fantastique. Quand on a des rues à 30 km/h, quand on a des voies partagées, la rue, ça devient un espace public, ça devient un espace de jeu, ça devient un espace qui est plus gaspillé à une seule fonction qui est le transport. Alors, le stationnement étagé du quartier pour concentrer les stationnements dans un endroit. Beaucoup de cours intérieurs, cours privés, semi-privés de qualité. J'en montre 5 ou 6 exemples où on laisse une forte présence, évidemment, aux espaces pour le jeu, pour les enfants. Parce que, évidemment, c'est des milieux qui sont extrêmement recherchés par les jeunes familles pour élever leurs enfants. C'est un quartier, évidemment, où on cherche toujours, quand il y a un élément naturel, ici, la présence d'un ruisseau, à protéger par une coulée verte cet élément naturel-là et en profiter pour faire un poumon au cœur du quartier. Et vous voyez que c'est une limite franche, là. Vous voyez la partie ombragée en bas à droite du quartier français. C'est toute la forêt qui est là. Plutôt qu'étendre la ville sur la forêt, on en garde une barrière franche, puis on peut en profiter de façon très proche. Et maintenant, on fait un saut, on revient de notre bord de l'Atlantique. Je vous amène à Vancouver. D'abord, rappelez Vancouver dans sa région métropolitaine. Le Vancouver que Richard a montré tout à l'heure dans sa photo, c'est le point jaune, qui est le centre-ville de Vancouver. C'est ce qu'on connaît beaucoup dans les images de Vancouver. On a essayé de le montrer dans une image un peu moins... On va te piquer ton image, Richard, si tu permets. C'est ce qu'on voulait montrer, le centre-ville, qui a l'air dense en passant, hein, mais qui est à peu près à 100 logements à l'hectare. Il y a 10 ans, il était à 100 logements à l'hectare. Donc, malgré les tours, la densité, ça ne dit rien souvent. Hein? C'est comment qu'on la perçoit. Alors, 100 logements à l'hectare, on peut faire ça avec du triplex, on peut faire même ça avec de l'unifamilial. C'est toute une question de comment on l'organise. Et comment on est arrivé à différents trucs qui étaient intéressants à notre point de vue à Vancouver, par 2 moyens. Premièrement, il y a la vision d'agglomération, la vision régionale qui a créé un environnement urbain compact dans les différentes collectivités qui composent le Grand Vancouver. Puis, plus récemment, ça date d'après M. Campbell, la charte de l'éco-densité à Vancouver, qui est une charte pour trouver des moyens de densifier de façon extrêmement douce différents territoires à différents endroits. Alors, quelques exemples parmi les projets vous voyez les points rouges des projets qu'on aurait voulu vous parler. Je vais vous présenter The Rise. Vous voyez le point jaune. C'est juste à 1 kilomètre. Nous, on s'amuse à dire ça, c'est en périphérie du centre-ville de Vancouver, alors que c'est somme toute, c'est collé dessus, là, pour parler d'un Home Depot qu'on aime à comparer au Home Depot de Laval, où là, on le qualifie de Home Depot centre-ville de Laval. Malheureusement, on n'a pas la photo aujourd'hui. Alors, c'est un Home Depot, mais un Home Depot, là, puis la raison pour laquelle on veut vous le montrer, c'est qu'on peut faire autrement. C'est pas obligé d'être... Pas vrai qu'on est obligé de mettre ça au carrefour d'une autoroute, à plat, avec plein de stationnements autour. On peut faire ça différent. Ça, c'est un terrain d'un ancien concessionnaire automobile. Et qu'est-ce qu'on a fait pour ce Home Depot-là? Il n'y a pas besoin de fenêtre, le Home Depot. Alors, le Home Depot, il concentre 2 ou 3 étages au centre de l'îlot. Tout ce qui est périphérie, c'est des petits commerces qui font l'animation de la rue.
un Starbucks avec une placette au coin de la rue notamment. Il y a un autre gros marché, un autre gros commerce, un Save on Food, puis un Winners, qui composent les 3 gros pôles commerciaux de cet îlot-là. Puis vous le voyez sur les photos depuis tout à l'heure, 92 logements sur le toit. Je vais y arriver dans d'autres photos. Vous voyez un peu le rapport à la rue, là. Je me sens pas sur le bord du Home Depot dans le Bourgneuf quand je regarde cette photo-là. Là, c'est pas le même type d'environnement. Alors oui, ça peut, même ce type de commerce-là est implanté de façon autre pour répondre à nos besoins. Ça, c'est le toit végétalisé d'une des 92 maisons et logements qui sont sur le toit de l'édifice. D'un côté, des gens ont une vue sur le toit végétal. De l'autre côté, des gens ont une vue sur la ville à Vancouver qui est quand même assez magnifique. Les autres exemples qu'on veut vous montrer à Vancouver, c'est de la densification douce. Alors, vous voyez l'îlot. Ici, vous voyez la maison principale en haut et en arrière-cour, une maison sur ruelle. Alors, comment qu'on fait ça? Bien, simplement, plutôt qu'avoir un alignement de garage, tranquillement, on favorise l'insertion de résidences en fond de cour sur les ruelles. Et ça se fait de façon très progressive, sans faire crier les résidents parce qu'on vient ajouter des nouvelles résidents, des nouveaux logements. Au contraire, ça permet d'avoir davantage de services de proximité. Densifier de façon douce, c'est aussi une sous-utilisation d'un terrain comme un McDo, puis je veux dire, vous connaissez nos McDo, il en occupe pas mal plus de territoire. Il y a moyen de faire mieux et vous voyez comment ce McDo-là a été transformé, reconstruit pour permettre l'ajout de plusieurs logements sur le toit. C'est-tu 8, Catherine? J'ai oublié le nombre. Tu ne te rappelles pas? 8 logements qui ont été construits par-dessus le McDonald's. Puis vous voyez en arrière-cour, vous êtes par-dessus un McDo, mais vous avez quand même une cour privée de qualité par-dessus les espaces de stationnement qui ont été couverts à l'arrière. Alors, des conditions de succès en conclusion, comment y arriver? Bien, je pense qu'on le répète souvent, il faut restreindre et respecter les périmètres d'urbanisation. Au Québec, notre job, ça va être de les resserrer parce qu'ils sont déjà trop grands. Reconstruire la ville sur la ville. On a plein de friches urbaines à reconstruire, puis il faut les densifier là où on a de fortes dessertes en transport collectif et là où on veut implanter cette forte desserte future-là. Ne pas abandonner le développement aux promoteurs immobiliers, reprendre le contrôle du foncier. C'est pas compliqué. Les villes ont un pouvoir d'acquisition, peuvent racheter des terrains et après ça, mettre en marché ces terrains-là à leurs conditions. Créer des espaces publics de qualité, la rue comme espace public notamment, et laisser la place à différents types de promoteurs, surtout des individus qui savent se regrouper et faire de meilleurs projets parce que ça va être leur habitat. Et c'est comme ça qu'on va arriver avec des exemples inspirants et comme d'autres quartiers l'ont réussi à Reisetfeld, Vauban, à Fribourg, comme ceux que je vous ai présentés. On reviendra sur ces aspects-là dans les questions parce que j'ai déjà 2 minutes dépassées. Simplement rappeler qu'on a 3 bureaux au Québec, qu'on est là pour aider les collectivités, aider les professionnels à mieux faire leurs projets, mieux faire leur ville. Et je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, je voudrais remercier la chaire et puis l'Institut EDF pour l'invitation à participer à cette table ronde. Et je vais nous ramener à Québec, tout simplement, parce que c'est ce que je connais mieux, finalement, en termes d'expérience inspirante ou non, on le verra. Alors, sur cette diapositive, je vous présente les grands secteurs de localisation résidentielle avec lesquels on travaille au CRAD, entre autres. Et Mme Guénette a mentionné les enquêtes origine-destination, et c'est notre pain et notre beurre en termes d'analyse des comportements de mobilité. C'est les grandes enquêtes qui sont menées à tous les 5 ans par le ministère des Transports, le RTC et la Société des Transports de Lévis depuis 1996 et qui nous renseignent sur ces fameux comportements de déplacement. Alors, vous voyez les grandes zones, je les présente parce que je vais y revenir à plusieurs reprises dans la présentation. Vous avez ce qu'on appelle ici le Vieux-Centre qui déborde bien sûr le Vieux-Québec. On va chercher ici une partie de la Basse-Ville, mais aussi Montcalm,
On a ensuite les anciennes banlieues et ensuite les nouvelles banlieues ici et toute la périphérie de la zone urbaine. Et ce que vous voyez ici, le graphique, ça présente finalement l'évolution des lieux de résidence des ménages enquêtés par les enquêtes, mais les enquêtes sont très représentatives, donc on peut se fier là-dessus. Et ce qui est assez frappant, c'est que la proportion de ménages qui demeurent dans ce qu'on appelle le vieux centre est en diminution légère. Même chose pour les anciennes banlieues. Dans les nouvelles banlieues, entre 2001 et 2006, la proportion a légèrement augmenté. En périphérie, c'est resté stable et dans le milieu rural, ça a légèrement augmenté. Le résultat, c'est qu'en 2006, parce que la dernière enquête disponible, c'est 2006, on va voir les résultats de la prochaine enquête sous peu. En 2006, il y a à peu près 70% des ménages de la grande agglomération de Québec qui demeurent dans ce qu'on appelle les nouvelles banlieues, la périphérie ou le milieu rural. Ces ménages-là ont certains comportements de mobilité et certaines caractéristiques en termes de motorisation. Alors, quand on parle de motorisation, c'est le nombre d'automobiles possédés par ménage, donc c'est la possession de l'automobile. Et vous avez ici 4 cartes qui représentent l'évolution de ce taux de motorisation entre 91, 96, 2001 et 2006. Et bien sûr, ce qu'on constate, c'est que la partie des banlieues ici est de plus en plus foncée, par exemple entre 91 et 2006. Donc, c'est comme une espèce d'étau qui se resserre. Et les chiffres nous disent qu'à peu près la moitié des ménages qui demeurent dans les nouvelles banlieues en périphérie, en milieu rural, possèdent deux automobiles. Vous avez ici c'est toujours la motorisation, mais c'est décliné selon le nombre d'automobiles possédés par ménage. Et donc, vous avez ici des chiffres qui commencent à nous rassurer, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de ménages, mais surtout plus de ménages en 2006 qu'en 2001, qui vivent sans posséder d'automobile. Et ce sont donc c'est la première partie du graphique ici. Donc, il faut mentionner aussi qu'entre 91 et donc entre la barre jaune et la barre rouge, il y a une période de 10 ans, alors qu'entre en 2001 et 2006, il y a juste 5 ans. Donc, c'est pour ça que les écarts sont plus grands entre 91 et 2001. Mais fait étonnant, donc plus de ménages vivent sans auto en 2006. Un peu moins de ménages vivent avec une seule auto. Un peu moins de ménages aussi vivent avec 2 autos. Et ce qui est très rassurant, Dieu merci, c'est que le nombre de ménages qui vivent avec 3 autos n'a pas beaucoup changé et est resté relativement stable. Donc ça, c'est un premier changement dans les comportements. C'est sûr que les enquêtes origine-destination ne nous disent pas si les ménages qui ne sont pas motorisés le font par choix ou par contrainte financière. On n'a pas l'information, mais ce qu'on sait, c'est que ce comportement-là est en augmentation. Si on regarde maintenant où se localisent ces fameux ménages en fonction de leur motorisation, on voit qu'il y a des grandes différences qui apparaissent. Alors, ce qui est en bas ici, c'est les grandes zones que je vous ai présentées tout à l'heure, Vieux-Centre, ancienne banlieue. Vous avez Vieux-Centre 2001, Vieux-Centre en 2006, même chose pour les anciennes banlieues. En jaune, c'est la proportion de ménages qui vivent sans automobile. En rouge, une auto. En bleu, c'est 2 autos. Et ce qu'on constate, c'est que la tendance qu'on a vue tantôt de façon générale, elle est assez localisée dans la partie qu'on appelle donc le Vieux-Centre, où donc une plus grande proportion de ménages vivent sans auto en 2006 qu'en 2001. Et dans les anciennes banlieues, la proportion aussi a augmenté. Dans le Vieux-Centre, ça touche un peu plus de 40% des ménages en 2006. Dans les anciennes banlieues, on est à peu près 25% des ménages qui vivent sans auto. La tendance à l'augmentation des ménages non motorisés, on la devine aussi dans les nouvelles banlieues ici. En périphérie, en milieu rural, c'est un peu plus stable, sauf en milieu rural, ça semble avoir augmenté, mais c'est peut-être un peu plus difficile à expliquer. Donc, les ménages non motorisés vivent pas seulement dans les quartiers centraux, mais aussi dans ce qu'on appelle les anciennes banlieues. Vous avez ici une autre représentation du taux de motorisation. Ici, c'est le nombre de voitures par 100 conducteurs. Donc, 100 conducteurs, c'est vraiment le potentiel. Autrement dit, dans les cellules... la représentation spatiale aussi est beaucoup plus fine que ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce sont des cellules d'une largeur de 250 mètres. On a une information beaucoup plus précise que les grandes zones de tout à l'heure. Dans les cellules en rouge, ça veut dire qu'on est à peu près entre 90 et même 105 automobiles pour 100 conducteurs. Donc, chaque conducteur a son automobile. Et par contre, ce qui ressort assez bien, c'est la partie ici plus centrale du Vieux-Centre et des anciennes banlieues, où on a encore une motorisation plus faible. Mais l'image est plus nuancée que tout à l'heure. Ici, en jaune, on a à peu près entre 30 et 60 autos par 100 conducteurs.
Si on regarde maintenant l'utilisation de l'auto, pas seulement la possession ou non, là aussi, on a des choses intéressantes qui ressortent, si vous voulez, des dernières enquêtes, en fait, de l'enquête de 2001 et 2006. Si vous regardez ici, donc les différentes couleurs font maintenant référence au mode. En jaune, autoconducteur, rouge, passager, en bleu, c'est l'autobus, vert, la marche et le vélo. Ce qui ressort, c'est que l'utilisation de l'automobile est en diminution légère, mais en diminution quand même dans le Vieux-Centre entre les deux enquêtes. Si on regarde autopassager plus autoconducteur, on voit ici qu'en 2006, on est passé sous la barre des 50%. C'est-à-dire qu'en 2006, il y a maintenant moins de la moitié des déplacements qui se font en automobile, ou si on regarde le côté positif, plus de la moitié qui se font en mode autre que l'automobile, mode actif ou autobus. Donc ça, c'est la première chose. La tendance, un peu comme tout à l'heure, se retrouve aussi dans les anciennes banlieues, même si l'automobile est quand même plus utilisé dans les anciennes banlieues. Dans les nouvelles banlieues, c'est plutôt stable, et en milieu rural, c'est plutôt stable aussi. Dans le Vieux-Centre, dans le fond, la part modale de l'autobus, donc autrement dit, la proportion de déplacements faits en autobus a légèrement diminué, mais c'est la part ici des modes actifs, donc les déplacements faits surtout à pied, qui a augmenté. Je ne me souviens plus par cœur des chiffres, mais c'est de l'ordre d'un peu plus de 35% en 2006. Ce phénomène-là est aussi, on l'observe aussi dans les anciennes banlieues, même si les proportions sont moindres. Il y a moins de déplacements qui sont faits en automobile, plus de déplacements qui sont faits à pied. En autobus, c'est resté relativement stable. On devine aussi la tendance très, très légèrement dans les nouvelles banlieues. En milieu rural, c'est plutôt stable. Pour le vélo, ici, ça semble peut-être très, très minime comme part modale, mais il faut dire que les enquêtes sont réalisées en octobre et en novembre, donc dans des périodes de l'année où disons que ceux qui continuent à se déplacer en vélo sont très, résistants aux intempéries. Donc, les gens changent de comportement, soit reprennent l'autobus ou éventuellement leur automobile. Donc, c'est pour ça que les parts modales du vélo sont peut-être un peu plus faibles. Mais, donc, l'utilisation de l'automobile diminue dans certains quartiers au profit des déplacements à pied. La même carte que tout à l'heure, mais donc maintenant, ici, c'est la part modale des transports actifs, donc des déplacements faits à pied et en vélo. Là, on les a regroupés pour avoir une image un peu plus générale. Et bien sûr, les couleurs sont inversées. Donc ici, en rouge, c'est des parts modales qui sont assez élevées. Si vous voyez les chiffres, on va chercher à peu près un quart à la moitié des déplacements qui sont faits en mode actif dans la partie plus centrale et autour de 15 à 25% dans ce qu'on appelle ici les anciennes banlieues. Mais il y a quand même des couleurs rouges qui sont assez dispersées ici. Et finalement, on commence à deviner le titre, si vous voulez, de ma présentation, les fameuses 2 villes de Québec, et ce sont des parts modales en mode actif qui commencent à ressembler drôlement à des exemples qu'on voit dans d'autres villes en Europe ou bien même en Amérique du Nord. Bien sûr, dans ces villes-là, c'est peut-être l'ensemble de la ville. Ici, c'est une partie, mais on n'est pas si loin de ces fameux comportements-là qui nous inspirent par ailleurs, mais dans le fond, on les a dans notre cours ou presque. Dans les modes actifs, je compare ici rapidement avec l'aide des données de Statistique Canada, donc la part modale des déplacements ici à pied, pour vous montrer, donc c'est cette colonne-ci, Québec est tout en bas, pour vous montrer qu'avec 7,3%, ça c'est pour l'ensemble de l'agglomération de la RMR de Québec, finalement les divisions de StatCan, bien on est finalement pas si... On est troisième finalement, on n'est pas les derniers en termes des agglomérations urbaines pour les déplacements à pied. Par contre, on est les premiers pour les déplacements auto, puis on est peut-être les derniers pour les déplacements en transport en commun en 2006. Mais donc, finalement, pour les transports actifs, dont les transports à pied, on n'est pas si loin que ça des autres villes. Donc ça, c'est ma carte des déplacements actifs. Pour appuyer mon propos, j'ai ajouté ici la part modale des transports en commun. En fait, le réseau qui est donc géré par le réseau de transport de la capitale. Et on voit très bien ici les 2 villes de Québec qui se dessinent. Et je reprends ici le titre d'un texte
Paul Villeneuve, que j'ai entreaperçu tout à l'heure, avait écrit, et j'avais travaillé là-dessus aussi. Donc, c'est une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle, parce que ces deux villes-là de Québec existent depuis un certain temps, mais on a ce qu'on appelle la ville du métrobus et des transports actifs, qu'on devine ici en rouge et en orange, donc avec 40% des ménages qui n'ont pas d'auto, et tout autour, la ville des autoroutes, où on va plutôt retrouver la moitié des ménages qui ont deux autos. Donc, deux villes qui sont assez distinctes. Il y a d'autres caractéristiques en termes bon, motorisation, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en termes d'accès à la propriété, dont je ne parlerai pas ici, la densité, etc. Mais on a vraiment deux villes, et une de ces villes-là, la ville du métrobus, n'est pas si éloignée que ça des fameuses expériences inspirantes dont on parle régulièrement quand on parle de mobilité durable. Et pour appuyer mon propos, ici, j'ai comparé deux secteurs de la ville de Québec, deux secteurs qui ne sont pas dans les quartiers centraux. Vous reconnaissez ici le secteur de Pointe-de-Sainte-Foy, ici le secteur de Le Bourgneuf, et j'ai comparé ici les parts modales en 2001 et 2006 de ces deux secteurs-là. Ces deux secteurs sont caractérisés par une très bonne desserte en autoroute, ce qui est souvent une des caractéristiques de Québec. On va dire au Québec, c'est la ville des autoroutes. Et donc les deux sont très bien desservis. Et ce qu'on voit ici dans les parts modales, c'est bien sûr des différences assez importantes. Premièrement, une diminution, même dans Pointe-de-Sainte-Foy, une diminution de la part modale de l'automobile. Ça a légèrement diminué aussi dans le Bourgneuf. Ce qui est intéressant, c'est la part modale de l'autobus ici, qui est 3 fois plus importante que celle dans le Bourgneuf, et la part des déplacements non motorisés, qui est 3 fois plus importante à Pointe-Sainte-Foy que dans le Bourgneuf. Bien sûr, Pointe-Sainte-Foy est desservie par les lignes 800. Le Bourgneuf a un métrobus depuis très, très peu de temps. Est-ce qu'on peut espérer que la ville du métrobus contamine maintenant certains secteurs, et que ce soit plutôt la contamination se fasse dans ce sens-là plutôt que dans le sens inverse? Donc, on peut disons, l'espérer, mais c'est possible d'avoir des expériences de mobilité durable dans les banlieues. Une autre... il me reste quand même du temps, je parle peut-être trop vite, mais une autre expérience inspirante à Québec, c'est c'est le phénomène de l'autopartage. L'autopartage, vous le connaissez sans doute, c'est un système basé sur une flotte de véhicules qui est possédée par un organisme, et les abonnés, donc ça fonctionne avec un système d'abonnement, on réserve à l'heure, à la journée, avec un certain coût. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à Québec que la première organisation d'autopartage est née en 1994. Et quand je dis première, c'est première en Amérique du Nord, donc bien avant des expériences comme City Car Share à San Francisco. Donc ça a démarré dans Saint-Jean-Baptiste, c'est Benoît Robert qui a fondé ça, et au CRAD, on s'est intéressé à essayer de comprendre le phénomène de diffusion de l'autopartage. Vous avez donc ici le taux d'abonnement à l'autopartage donc en 1996, et l'évolution 98, 2002, 2004, 2006, et on l'a analysé jusqu'en 2008. Donc, vous voyez une diffusion assez importante. Il y a à peu près maintenant 4000 abonnés à l'autopartage. Ça déborde bien sûr le quartier Saint-Jean-Baptiste, ça va dans les anciennes banlieues, et des stations maintenant qui se diffusent ailleurs dans les secteurs ici un peu plus périphériques. Donc c'est un phénomène en croissance, et je trouve ça intéressant parce que souvent quand on parle de mobilité durable, on a tendance à essayer de bannir l'automobile. Je crois que les statistiques nous montrent que l'automobile est essentielle pour effectuer certains déplacements, peut-être pas à tout moment, peut-être pas par tous les types de ménages, mais on peut quand même utiliser l'automobile d'une autre façon, en mode partagé, et c'est un bon exemple, je pense, de cette utilisation durable, donc l'autopartage. Un étudiant du CRAD, Louis-Alexandre, a particulièrement travaillé sur ses abonnés de Communauto, et a fait dans un échantillon un peu plus restreint, là, on parle de 53 ménages, mais a calculé les parts modales de ces abonnés-là selon leur lieu de résidence. Donc, toujours nos 3 zones, vieux centre, ancienne banlieue, nouvelle banlieue. Et les parts modales ici sont quand même assez intéressantes, même si
considère le fait que c'est un petit échantillon, on a, vous voyez, dans les nouvelles banlieues, la part modale de l'automobile est à 31%, ce qui est beaucoup inférieur aux chiffres qu'on a vus tout à l'heure pour les nouvelles banlieues, mais pour l'ensemble de la population. Le mode autobus va chercher à peu près 2 fois plus en termes de proportion de déplacement que dans les nouvelles banlieues que dans le Vieux-Centre. Par contre, dans le Vieux-Centre, la marche est utilisée par un déplacement sur 2 comparativement aux nouvelles banlieues, mais on va quand même chercher ici 24% des déplacements à la marche. Donc, il est possible d'utiliser l'automobile différemment dans les nouvelles banlieues, par exemple grâce au phénomène de l'autopartage. Et donc, à mon avis, les changements de comportement sont possibles. Ils sont peut-être lents, mais ils sont possibles. J'en arrive à ma conclusion. Donc, dans le fond, je voulais ici mettre l'accent sur le fait que même si Québec a une réputation de ville étalée, de ville des autoroutes, de congestion, etc., oui, c'est une partie de la ville de Québec, mais il y a aussi une partie de la ville de Québec qui est souvent oubliée et qui comporte quand même un certain nombre d'expériences inspirantes. Le fait, par exemple, que de plus en plus de ménages vivent sans auto, que de plus en plus de ménages se déplacent aussi avec d'autres modes que l'auto, c'est pas rien. On peut se comparer, mais je veux dire, notre situation n'est pas si négative que ça. Il y a l'augmentation de la part des transports actifs, puis il y a aussi le phénomène de l'autopartage qui est en progression. Et d'ailleurs, je pense que Communauto vient d'acheter une entreprise à Paris. Donc, les abonnés de Communauto à Québec vont même pouvoir faire de l'autopartage à Paris. Donc, c'est ça. Les 2 villes de Québec, à mon avis, c'est ça. Donc, on peut peut-être essayer de tabler là-dessus. C'est de l'acquis, c'est des choses qui existent déjà. Il y a d'autres projets, mais quand on parle de tramway ou de cité verte, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va se faire. Et donc, on peut peut-être tabler sur nos propres expériences inspirantes. Merci beaucoup, Madame Van der Smissen.